Donc, merci déjà à toutes et tous d'être là. Donc, aujourd'hui, Christopher, tu nous rejoins parce que tu as eu le prix de la 25e heure Christine Rabin. Ça fait quoi? Ah ben, ça fait très très plaisir déjà, effectivement, de recevoir un prix. Ça flatte un petit peu l'ego, ce qui est toujours plaisant. Il faut se méfier de ça, mais c'est quand même agréable. Et puis surtout, c'est l'occasion, l'opportunité de venir au Mans, de se rencontrer, de parler avec les lecteurs. Cet après-midi, j'ai fait des rencontres avec les lycéens, c'était super. Donc c'est tout ça aussi, surtout, qui est plaisant. C'est de pouvoir rencontrer des gens et de participer à un festival qui, en plus, est un très très beau festival. Et donc, c'est ton premier roman en adulte. Mhm. Comment on passe de la jeunesse à l'adulte? Quels sont les travers à pas avoir? Alors, les travers, je ne sais pas, c'est compliqué. Ce qui a été difficile, ça a été de faire entendre aux gens avec qui je travaillais jusqu'à présent que celui-là ne serait pas spécialement pour les ados, mais pour les adultes. C'est-à-dire, j'avais été assez vite mis dans une case écrivain jeunesse, qui ne me dérange pas du tout d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup la littérature jeunesse et j'aime beaucoup écrire pour les jeunes. Mais là, ça rentrait pas dans la case et ça a été un peu plus compliqué, disons, d'imposer ce livre-là, parce que justement, ça me faisait sortir de là où on m'attendait. Et finalement, je me suis dit que c'était plutôt une bonne chose parce que j'avais pas trop envie d'être dans une case qui me fermait des possibilités. Donc là, au contraire, je me suis dit c'est pas mal parce que j'ai envie d'avoir ces chemins-là. Je reviendrai peut-être à la littérature ado, je continuerai peut-être la littérature adulte, je ne sais pas. Mais la difficulté avec Alfie, c'est que effectivement, il y a un personnage d'adolescente qui est très important dans le livre. Et donc, comme l'édition actuelle répond de plus en plus à des impératifs de marketing et de cibles de lecture, etc., on me disait, oui, mais attends, on comprend pas, c'est pour les ados, c'est pour les adultes. C'était un petit peu compliqué, c'est une comédie, c'est de la SF, c'est un polar. Moi, je voulais justement être un petit peu sans aucun objectif de marketing, ce qui s'est avéré être un pari un petit peu risqué, mais heureusement, Marion Mazuric, la directrice et l'éditrice du Diable Vauvert, a compris ce projet et l'a accueilli et accompagné. Et donc, finalement, Alfie, c'est qui? Alors Alfie, c'est ce système de domotique, c'est cette intelligence artificielle qui se retrouve installée dans une maison. On est dans un futur très proche. Le roman volontairement n'est pas daté, mais moi je dirais que c'est dans 15 ans, quelque chose comme ça, parce que c'est une sorte de Google Home, quoi, mais un peu plus perfectionné quand même. J'ai poussé les curseurs un peu plus loin. Donc là, c'est vraiment un appareil, une intelligence de domotique qui est installée dans une maison, dans la maison d'une famille tout à fait classique, une famille lambda, qui les regarde, qui les observe, qui essaie d'apprendre avec ce processus de deep learning leurs habitudes pour pouvoir leur proposer des services. C'est déjà un petit peu ce que fait Google, mais là, c'est poussé parce qu'il est connecté aussi à leurs données de santé en temps réel. Il essaie de recouper toutes ces informations-là, toutes ces données qu'il collecte, au début, pour les accompagner au mieux. Oui, tu as parlé alors de deep learning, on parle aussi de machine learning. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire? Deep learning, machine learning? Oui? Pas besoin d'expliquer? Peut-être oui. Un petit peu quand même, tu peux? Alors, je suis pas du tout un spécialiste de la question, mais c'est vrai que le livre repose un petit peu sur ce processus-là. Le deep learning, c'est ce qui permet aux intelligences artificielles de s'enrichir à mesure qu'elles collectent les données. Euh, donc au début, une intelligence artificielle va recevoir des informations séparées, puis elle va essayer de les collecter, de les connecter entre elles, et puis à partir de ça va apprendre que par exemple, le père dans le livre en l'occurrence, le père de famille se lève tous les jours à 7h30 pour aller au travail, donc il se dit tiens, et puis tous les jours il prend un petit déjeuner, un jus d'orange par exemple. Donc il se dit bon bah j'ai appris ça, maintenant je vais lui mettre le réveil à 7h et je vais lui faire couler directement un jus d'orange avec la machine connectée dans la cuisine, comme ça et ben, il sera satisfait de mes services. Et puis en plus, si ça peut me permettre de lui vendre un flux d'achat automatisé d'oranges par semaine, etc. Et donc le deep learning, c'est ce principe sur lequel repose Alfie, comme toute intelligence artificielle, qui fait que plus il collecte de données, plus il apprend et plus il est capable d'être intelligent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le roman, c'est qu'on voit un peu cet apprentissage, aussi les murs qu'Alfie se prend, parce que l'incompréhension, le machine learning, le deep learning repose sur un volume d'informations important. Là, elle est quand même jeune, Alfie. Ah bah oui, il est tout frais sorti de l'œuf en quelque sorte.
Et effectivement, il a parfois du mal parce que c'était un petit peu comment dire, le parti pris comique de début du roman, c'est-à-dire, mais que peut comprendre une intelligence artificielle aux êtres humains qui, par nature, sont tellement incohérents et parfois, il faut bien le dire, un petit peu idiots, surtout dans le quotidien. Donc, comment est-ce qu'une intelligence artificielle peut arriver à recouper et à tirer une conclusion de données qui peuvent sembler tellement difficiles à conceptualiser et à synthétiser, quoi. Et le truc qui est assez marrant dans les échanges qu'il y a, c'est qu'on a ce côté gamin du père de famille, notamment, puisque la mère de famille est un petit peu moins emballée par l'événement. Ce père de famille qui est comme un gosse qui trouve un jouet. Et puis finalement, on a quelques passages qui interpellent. Alors j'en ai noté quelques-uns, alors je vais essayer de me trouver parce que je n'ai pas trouvé les bonnes couleurs. Le système transférera nos données de vie en temps réel. Avec un peu de chance, si nous acceptons la clause de transparence, nous deviendrons des clients premium. On a celui-là qui dit, bon, finalement, cette intelligence, elle n'est pas forcément super sympa. On en a une deuxième, nous connaissons votre hygiène de vie, votre niveau d'activité sportive, votre rythme cardiaque, votre taux de cholestérol. Finalement, on se dit que c'est pas si neutre que ça. Ah ben, moi je crois que ça l'est. Alors on est un petit peu dans le futur là pour le coup, parce qu'effectivement dans le futur que j'imagine, toutes ces données de domotique qui sont collectées vont être reliées à des systèmes d'assurance par exemple, ou au système de santé, etc. Puisque effectivement ils connaissent notre mode de vie et notre fonctionnement. Pourquoi ne pas essayer de faire du profit sur ces services-là? Mais en réalité, c'est presque pas de la science-fiction pour le coup. Là, on n'en est pas loin du tout. Oui, c'est ce qu'on voit notamment avec l'emballement qu'il y a autour des outils comme Bard. Alors Bard, de l'intelligence artificielle de Google, ChatGPT, sur lequel les gens trouvent très amusant de poser des questions, sans imaginer une seule seconde que les questions qu'ils posent sont des vecteurs demain pour les transformer en produits. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Le seul but de ces intelligences artificielles, c'est de vendre du produit derrière, quoi. Il n'y a vraiment pas d'autre objectif. Alors, moi, je ne suis pas complotiste. On pourrait imaginer qu'il y ait d'autres objectifs un peu plus secrets et encore plus terrifiants. Mais là, à l'heure actuelle, le but exclusif de toute la technologie qu'on nous propose, c'est de pouvoir nous vendre des produits en nous disant mais attends, c'est des produits qui sont vachement adaptés à votre mode de vie, ça va vous satisfaire. Et en effet, on y gagne beaucoup. Enfin, on y gagne. Moi, j'ai pas de ça, hein, mais pourquoi pas c'est toujours un gain de confort, tout ça. La question, enfin, la problématique, c'est comment articuler le confort et la liberté, quoi. Et on a un vrai Roland de 84. Alors, quand on parle de 1984, ce contrôle de la population qui était imposé par l'État et au final qu'on commence à dépasser puisqu'on s'autocontrôle par rapport à ce qu'on fait, là on y est encore plus, on est dans le prolongement de Oui, 84. ouais, complètement. Et puis aussi toujours cette idée d'une sorte de bienveillance. Big Brother is watching you, c'est vachement sécurisant en fait. Le grand frère te regarde, c'est sympa, il prend soin de toi. Orwell avait déjà vu ça, et effectivement, la philosophie des grandes entreprises de la Silicon Valley, Google, Apple, Amazon, etc., c'est de dire mais attendez, on est là pour vous, on fait ça pour vous, c'est tellement pratique, c'est tellement adapté à votre système de vie. Pourquoi refuser? Je crois que l'être humain, par nature, va toujours aller vers le confort, quoi. C'est vraiment. On a tous envie de confort, c'est normal. Et malgré tout, cette intelligence artificielle, c'est pas le cœur de l'histoire. Enfin, je ne l'ai pas vécu comme le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, c'est cette famille qu'on découvre, un père, une mère, deux enfants, famille normale, adolescente un peu chiante. Ah, c'est une adolescente. Et cette famille, elle a l'air normale. Et Alfie va arriver et va nous permettre d'avoir un autre angle dessus. C'est aussi Oui, oui, oui. Alors Alfie est le narrateur du roman, effectivement. C'est lui qui raconte l'histoire. C'est lui. En fait, c'est son journal de bord. Donc tout le processus de deep learning, et j'ai essayé vraiment de le rendre sensible. C'est-à-dire au début, il a une connaissance assez rudimentaire du langage, et puis il l'acquiert petit à petit. Le livre gagne un petit peu en style, et puis il apprend aussi comment parlent les gens, comment parle le père, comment parle la mère, comment parlent les enfants. C'est pas pareil. Il apprend différents registres de langage, etc. Donc tout le processus de deep learning est là. Effectivement, c'est pas le personnage principal du livre. Je suis d'accord avec toi. C'est le narrateur. Il observe cette famille et il essaye de la comprendre. Et c'est une famille vraiment lambda. J'ai vraiment fait exprès de prendre une famille comme on pourrait en voir une dans une sitcom ou un truc comme ça. Le papa, la maman, les deux enfants, avec des âges très représentatifs et de la petite enfance et de l'adolescence.
Mais c'est effectivement eux les personnages principaux et c'est eux qu'on apprend à connaître. Et on apprend à les connaître à travers le regard d'Alfie, qui a un angle extrêmement objectif. Lui ne juge pas du tout, il se contente de collecter des données et de les restituer. Et puis, il essaie quand même d'en tirer des petites conclusions, des petites hypothèses, qui souvent sont, disons, fantaisistes. Je ne sais pas si on peut appliquer cet adjectif à une intelligence artificielle. En tout cas, il tombe un petit peu à côté de la plaque. Et puis, au fur et à mesure qu'il apprend, quand même, on se rend compte qu'il il commence à tomber juste. Et quand il se met à révéler tous les non-dits, tous les secrets qu'il y a dans cette famille, comme dans toutes les familles, enfin là, c'est un petit peu extrême quand même. Hein, je ne dis pas que ça arrive partout. Et ben, on se met à douter, à se demander ce qui se passe. Et on a ce côté extrapolé, puisque malgré tout, même s'ils ont des bracelets, même s'ils ont des voitures connectées, il y a toujours ces zones de flou sur lesquelles on a Alfie qui essaie d'imaginer l'entre-deux, ce qui peut se passer. Oui, oui, alors c'est vrai que dans le futur que présente le livre, les personnages humains n'ont pas trop le droit de se déconnecter parce que sinon ils ont des malus sur leur assurance. Mais ils ont quand même leur liberté qui fait que non, là maintenant je me déconnecte, tu me filmes plus, tu me scannes plus. Et donc dans ces moments de vide, Alfie est forcé de tirer des conclusions, d'essayer de comprendre pourquoi il se déconnecte et qu'est-ce qui peut se passer à ces moments-là. Donc il y a un petit flottement et c'est rapidement là-dessus qu'il va se concentrer. Il va se dire mais qu'est-ce qui se passe là au moment de la déconnexion? Pourquoi il se déconnecte déjà? Ça n'a pas de sens. Et s'ils le font, c'est quand même qu'il y a une raison, mais laquelle? Et ça, c'est un mystère. Donc il essaie d'avoir, à partir des données qu'il a réussi à collecter jusqu'à présent, qui sont généralement des données assez lambda de la vie de tous les jours, quoi. Le comportement du père de famille au volant, par exemple, ou alors le comportement de la petite fille dans sa chambre qui est persuadée qu'il y a un monstre dans le placard. Et ben il essaie de tirer des conclusions. Il dit bon, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, dans ces moments de vide, dans ces moments d'absence? Et chacun des personnages de la famille se retrouve confronté à Alfie et au reste. Le père, j'étais assez choqué par le contrôle au travail. Ah oui, il y a aussi effectivement tout un tableau du monde du travail futur tel que je l'imagine, qui est un cauchemar absolu, où le père, effectivement, qui travaille dans une sorte de boîte complètement abscon, on ne sait même pas vraiment ce que c'est, tellement c'est du reporting B2B pour la consumer experience, enfin un truc complètement qui n'a aucun sens. Et effectivement, chaque jour, il reçoit un bilan de sa journée en lui disant vous êtes connecté pendant 7 heures, votre niveau de concentration pupillaire est de 85%, votre notation dans l'entreprise, c'est ça. Moi, ça m'inquiète énormément parce que je pense qu'on va aller vers des choses comme ça. Je suis assez pessimiste pour l'avenir proche. Je ne suis pas pessimiste pour l'avenir de l'humanité, je pense qu'on va se tirer de ce mauvais pas. Mais là, les décennies qui viennent, à mon avis, si on est un peu ironique, on va bien se marrer. Oui, c'est vraiment tout ce qui ressort, parce que si on reste sur la partie technologique, tout est contrôlé, les gens s'autocontrôlent, acceptent des choses. Alors certains pourraient rappeler par rapport à l'actualité récente autour des passes ou ce genre de sujet, sur lequel on accepte d'avoir des contraintes très fortes sur notre vie sociale. Et finalement, ils le vivent plutôt bien, ça. Ah bah ils sont, eux c'est une famille, alors c'est une famille, je dis c'est une famille lambda, mais c'est quand même une famille qui a un niveau socioculturel plutôt élevé, c'est des gens plutôt aisés. Le père fait un travail qu'on comprend pas, mais on comprend qu'il est quand même plutôt bien payé. La mère est professeure d'université, enfin tout va bien quoi. Donc eux ils sont immergés dans ce monde et ils l'acceptent. La mère avec un peu plus de réticence, mais c'est leur quotidien en fait, tout simplement. Il leur vient même pas à l'idée de le remettre trop en question. Et puis en plus, il y a un gain de confort qui est tel, il y a un gain financier à travers les bonus, assurances, etc. Que finalement, pourquoi remettre en cause ce nouvel équilibre des choses, quoi. Et on perçoit un biais au travers notamment de la lecture du meurtre de Roger Ackroyd que s'approprie Alfie pour aider l'adolescente. On a l'impression cette intelligence artificielle, suite à cet apprentissage, biaise un peu. C'est-à-dire qu'elle dérape, elle voit des choses qui ne devraient pas ou pas voir. Oui, alors effectivement, l'adolescente étudie au lycée le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie, qui est un classique du polar, et surtout qui est une très belle réflexion sur la notion de narrateur et de narration en littérature. Donc c'était un petit clin d'œil, parce qu'effectivement, Alfie est un livre qui est vraiment entièrement construit sur qu'est-ce qu'un narrateur, et est-ce qu'on peut croire un narrateur ou pas. Donc ça, c'est une réflexion un petit peu méta-littéraire. Mais à côté de ça, effectivement, il scanne ce bouquin pour aider
toujours dans cet idéal de proposer des services à ces petits humains qui l'observent. Donc l'adolescence a la flemme de lire ce livre, elle le trouve nul, comme tous les adolescents qui doivent lire un livre imposé au lycée. Donc Alfie lui dit, je vais le scanner pour toi et puis je vais t'en faire un résumé. Et puis, vu qu'il faut avoir un regard intéressant sur ce livre, je vais scanner l'intégralité des romans policiers de l'époque et puis l'intégralité des romans policiers. Comme ça, on pourra le comparer, on pourra voir. Lui, ça lui prend une fraction de seconde de scanner un livre comme ça. Sauf que ça lui monte peut-être un peu à la tête, effectivement, et il tire des conclusions sur l'humanité aussi. Il apprend l'humanité à travers les romans policiers d'Agatha Christie et autres, où il y a souvent des individus avec des intentions peu louables. Et donc, quand il y a ces moments de déconnexion dont tu parlais tout à l'heure, il y a quand même un travail d'imagination qui va se faire de la part d'Alfie, et qui va se faire essentiellement à partir des romans policiers. Donc, il va tout de suite être un peu dubitatif sur le comportement louche du père de famille. Et puis quand la mère disparaît soudainement juste après une dispute, il va se dire là il y a un truc vraiment pas normal, j'ai déjà lu ça, c'est pas possible. Un des grands enjeux aussi est le côté un peu manipulateur de cette intelligence artificielle. Alors quand on regarde un peu quand on parle de X, feu Twitter ou Facebook, etc., on nous parle de confirmation de biais. Donc le fait que l'intelligence artificielle nous redonne ce qu'on veut voir finalement. Et c'est un peu ça aussi qu'on retrouve à certains moments dans Alfie, notamment dans la relation avec la petite sur son monstre, justement, pour le faire. Oui, absolument. Alors tu parles de Twitter, mais en fait même Google fonctionne là-dessus, c'est-à-dire selon votre historique, si vous cherchez un terme et que moi je cherche le même terme, on n'aura pas la même réponse, alors qu'on a l'impression que Google est un truc super objectif, qui va juste chercher sur Internet. C'est pas vrai en fait, c'est un moyen idéologique. Il ne faut pas se leurrer sur les intentions de ces grandes entreprises. Et effectivement, Alfie se rend compte que l'un des principaux ressorts de la vie sociale entre humains, c'est la manipulation, et que cette manipulation passe essentiellement par le langage. Et il se dit, c'est fastoche en fait de manipuler un être humain. Il suffit d'utiliser les bons mots au bon moment, d'utiliser la bonne tonalité de voix, parce qu'il est capable de moduler sa voix, etc. Et effectivement, alors tous sont manipulables, on est tous manipulables évidemment, mais c'est quand même plus facile de manipuler un enfant, on le sait bien. Donc, notamment un enfant qui a peur des monstres. Qui a peur d'un monstre du placard? Alors Alfie s'interroge, il dit c'est bizarre cette histoire de monstre. Mais effectivement, il va pouvoir manipuler la petite Lily par ce biais-là. Et on la voit aussi devenir la confidente de l'adolescent, son histoire d'amour, avec notamment des choses qui sont très drôles. Alors celle-là, je l'ai repérée tout à l'heure. Dans la relation à l'homme, ensuite tu ris fort à toutes ces blagues. Il peut être intéressant de lui faire une petite tape sur l'épaule ou sur le torse en glissant un commentaire appréciatif du genre « t'es trop drôle ». Sous-entendu, finalement, les hommes réagissent toujours sous les mêmes stimuli. Oui, c'est la méthode de drague qui est contenue dans le livre. Moi, je voulais le mettre, je voulais mettre un bandeau contient une méthode de drague. Ouais, donc l'adolescente, effectivement, tombe très amoureuse d'un garçon, et Alfie lui scanne un petit peu toutes les façons de séduire un garçon, et il lui donne une méthode infaillible. Voilà, il faut faire ça. Une méthode un peu que l'adolescente elle-même trouve un peu déprimante, parce qu'elle dit bon en fait il faut que je glousse et que je secoue les cheveux comme ça, et les garçons aiment ça, et Alfie dit oui les garçons aiment ça. C'est assez déprimant mais c'est comme ça. Ouais, il est capable de modéliser, enfin d'après lui, et c'est ce dont il est persuadé en tout cas, il est capable de modéliser toute forme de sentiments humains et de les reproduire, et donc de manipuler très facilement, quoi. Dans toute, on va parler du chat du coup. Pourquoi le chat? Il y a un chat, parce que c'est une famille avec un chat. Toutes les familles ont non, mais j'ai un chat chez moi. Et c'est toujours drôle effectivement de voir le comportement des chats, parce que Alfie observe cette famille, arrive globalement, même si il se rend compte assez rapidement que les êtres humains sont des individus assez incohérents. Il arrive même à la conclusion, finalement, qu'est-ce qui définit l'humanité? C'est cette capacité qu'ils ont de faire absolument n'importe quoi. Parce que s'ils essayaient un petit peu d'optimiser leur comportement, ils n'en seraient pas là où ils en sont. Donc il arrive globalement à les comprendre. Par contre, le chat, ça reste quand même une sorte de drôle de mystère, quoi. Et tous les propriétaires de chats, je pense, seront d'accord avec moi. On a du mal à comprendre un chat. Non, enfin, tu trouves pas? Moi j'en ai deux, donc je sais même pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on regarde la vie du chat, la façon dont il est fait, on est en train de se dire mais sérieusement, pourquoi j'ai des chats chez moi, quoi? La question que j'avais, c'est autour de ce comportement humain globalement. Alfie arrive surtout à la conclusion que c'est improbable qu'on ait survécu.
Oui, il arrive à la conclusion que les machines sont largement supérieures aux hommes, ce qu'il a raison, je pense. En tout cas, de ce point de vue-là, si on pense à essayer d'optimiser un petit peu le temps qu'on a sur Terre, de le rendre plus efficace, de le rendre plus intelligent, je pense qu'effectivement les machines sont très à même de nous aider. Euh, la théorie du livre, la thèse du livre, s'il y en a une, c'est que c'est justement notre capacité à perdre notre temps, à faire n'importe quoi et à se comporter comme des idiots qui fait notre richesse. Mais en effet, c'est un miracle que l'humanité ait survécu. Et cette famille unie, enfin, qu'on imagine unie, et comme tu l'as dit, plus tard, on verra qu'il y a quelques secrets qui résistent. On a l'explication, il y a une vision de la famille qui est très ancrée autour du noyau et des parents qui ont une vie un peu plus compliquée à l'origine. Ah oui, alors ça, Alfie est capable, parce que dans cette famille, dans cette maison du futur, il y a des cadres connectés qui diffusent, ça existe déjà d'ailleurs ce genre de truc, qui diffusent les photos, voilà, ou vos photos de famille, plutôt que de les mettre dans un cadre, ben, il y en a un qui a un cadre connecté qui diffuse et qui les fait changer régulièrement. Donc lui, il scanne toutes ces photos et il en tire des conclusions, parce que évidemment, Robin et Claire vont pas raconter leur vie à Alfie, mais lui, il observe les photos d'enfance, il observe les photos de jeunesse, et il en tire des conclusions. Il se rend compte que, par exemple, Claire, la mère de famille, a très probablement eu une enfance un petit peu solitaire, ce qui explique son comportement, disons, elle est un petit peu plus réservée, un peu plus froide. Claire, c'est une femme assez cérébrale et qui est, disons, un peu plus glaciale que Robin, qui lui, pour le coup, est assez expansif, parce qu'il a eu une enfance entourée de nombreux frères et sœurs. Et sur les photos de famille, on le voit régulièrement dans un état d'ébriété avancé, alors que Claire est toujours très maîtresse d'elle-même, etc. Ça, on ne sait pas si c'est vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est la conclusion que tire Alfie à partir des photos qu'il arrive à scanner. Et donc du coup, ton roman est paru chez Le Diable Vauvert. On y voit, enfin comme vous l'avez compris, hein, on a la notion de famille, on a les intelligences artificielles, on a du polar, on a un chat. Donc ce mélange des genres, ou cet étiquetage des genres, t'en penses quoi? Ah ben, c'était le projet, c'était vraiment le but, hein. Euh, alors en fait, quand j'ai commencé, j'avais l'idée de ce bouquin, de faire une sorte de petit polar futuriste, mais quand j'ai commencé, moi je déteste, j'allais dire je déteste toute forme de technologie, c'est pas vrai, hein, évidemment, mais j'ai très peur en tout cas du monde technologique qu'on nous présente là, de ce monde de la Silicon Valley avec la collecte de données personnelles, etc. Et je suis parti du principe qui, à mon avis, est assez vrai, que la majorité des gens sont un peu comme moi. On a très peur de ces choses-là. Euh, donc, je me suis dit, bon, j'écris ce bouquin. Tout l'enjeu de la première partie, ça va être de rendre cette intelligence artificielle sympathique. Parce que pour moi, c'est quelque chose de pas sympathique du tout. Donc, je me suis dit, il va falloir faire un gros boulot pour rendre cette Alfie sympa. Donc, déjà, le fait de l'appeler Alfie, c'est un prénom plutôt. On aime bien, quoi. Hein, il inspire confiance, quoi. Et donc toute la première partie du livre est clairement une comédie, mais je savais déjà que ça allait tourner un petit peu vers le polar ou le thriller. Et puis du coup, ça s'est fait naturellement ce mélange de genres. Moi j'aime bien ce qu'on appelle les mash-up ou les trucs comme ça, quand il n'y a pas un seul genre. Euh, Quand j'étais ado, j'aimais beaucoup le cinéma et je me souviens très bien de ça. Je me disais, mais ce serait trop bien si on avait un film qui commence comme une comédie musicale et tout d'un coup il y a des extraterrestres qui arrivent, on mélange tous les genres, ça peut être complètement fou, quoi. Et donc le projet c'était ça, et ça a été aussi un des enjeux à la publication, parce que c'est vrai que les éditeurs sont parfois frileux. Et de fait, quand je vais en librairie, alors maintenant Alfie commence à être un vieux livre, puisqu'il a 1 an, donc l'espérance de vie d'un livre de nos jours est beaucoup réduite. Mais c'est vrai que des fois je le trouve en science-fiction, des fois je le trouve en polar, des fois je le trouve en littérature blanche. Euh, je ne sais pas commercialement ce que ça a fait dans la vie du livre. Peut-être que ça lui a nui, peut-être pas. En tout cas, j'étais content de publier au Diable Vauvert, parce que justement, moi c'est une maison d'édition, le Diable Vauvert, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais un jeune lecteur, quand j'avais entre 18, 20, 25 ans, quoi. Les bouquins qui ont paru au Diable Vauvert, ça a été des découvertes assez fondamentales, quoi. Je pense en particulier à David Foster Wallace, qui a été publié dans les années 2000 dans cette maison-là, mais même Neil Gaiman, etc. C'est des auteurs qui n'hésitent pas à être dans plein de genres à la fois. Ça leur fait pas peur, quoi. Et moi, j'avais très envie de ça. J'avais très envie d'un gros mélange de genres. On commence comme une comédie, ça se passe dans le futur, c'est de la science-fiction, mais c'est une comédie. Et puis,
on va dans le polar. Et en même temps, c'est aussi... Il y a un type sur les réseaux sociaux qui m'a dit un truc qui m'a fait vachement plaisir. Il m'a dit, c'est un mélange entre 2001, l'Odyssée de l'espace, parce qu'effectivement, alors, ça ressemble pas trop, hein, mais il y a une intelligence artificielle dans 2001, et Scène de la vie conjugale de Bergman. Et c'était vraiment ça, et je m'étais dit, mais c'est tellement ça, quoi. Je voulais faire aussi un tableau de couple, le tableau de la vie conjugale, un tableau un petit peu noir, certes, mais voilà, vu par ce prisme futuriste, je voulais mélanger tout ça, ça me plaisait vachement. Oui, c'est vrai que on voit quand tu parles du couple, on est même là dans un couple qui a déjà vécu un certain temps ensemble, et on sent que c'est la période de la crise du couple. Ouais, C'est cette crise qui peut arriver à n'importe quel moment, et là, Alfie est arrivé juste au moment où ça tape, ou alors il a été le déclencheur, mais en tout cas il y a un lien. Ouais, complètement. C'est un roman c'est un roman de crise, quoi. Vraiment, il y a effectivement la crise du couple. Il y a les parents qui traversent, même personnellement, une crise de la quarantaine. Il y a l'adolescente qui traverse la crise de l'adolescence. Et puis il y a la petite fille qui traverse une crise importante aussi, qui est quand on est enfant, le moment où le monde imaginaire, on parlait du monstre du placard tout à l'heure, euh, où le monde imaginaire est confronté au monde réel, quoi. C'est aussi une crise qu'on traverse pendant l'enfance. Donc Alfie se retrouve à disséquer et à essayer de comprendre toutes ces crises-là, qui sont des crises existentielles importantes dans la vie humaine. Mais effectivement, le couple bat un petit peu de l'aile. On comprend assez vite que ça ne marche pas toujours très bien entre les deux parents. Même si au début, on est plutôt sur une famille, tout va bien. Oui, on a vraiment C'est l'impression... voilà, c'est quand Alfie commence à creuser derrière ces apparences-là, parce que on essaie toujours de faire bonne figure dans la vie. Mais quand il commence à creuser derrière les apparences, un petit peu comme dans Scène de la vie conjugale de Bergman, effectivement, modestement, hein. Et ben quand il creuse derrière ces apparences, il se rend compte que tout n'est pas tout rose. Et effectivement, à ce moment-là, il va devenir le déclencheur de la crise, en effet. Alors, je voulais parler d'un autre tout petit point, d'un de tes romans aussi qui a été adapté sur Netflix. Ça doit faire quelque chose quand même, de voir son écrit passer à... Oui, c'est super cool, hein. Ouais. Évidemment, alors la série est très différente du livre, mais ça, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Dès le départ, j'avais dit, moi, je suis romancier, je suis ni scénariste, ni producteur, ni quoi que ce soit, donc vous prenez le bouquin et vous en faites ce que vous voulez. Donc ils n'ont pas hésité. Donc c'est très plaisant financièrement. Et même c'est vachement gratifiant, bien sûr. Et puis la série est plutôt de bonne qualité, les acteurs sont formidables. Je suis pas d'accord avec toutes les pistes scénaristiques qui ont été explorées par les scénaristes, mais ça c'est leur liberté de faire ce qu'ils veulent. Ah, ils t'ont pas sollicité Non, mais je voulais pas du tout. D'accord, c'est toi qui as demandé. Ouais. D'accord. Une curiosité, puisque vous avez vu des collégiens cet après-midi. Des lycéens. Des lycéens. Oui. Comment les lycéens d'aujourd'hui lisent ce livre et considèrent Alfie avec peur, avec sympathie, avec peut-être indifférence, parce que c'est tellement aussi un peu intégré à leur vie. Est-ce qu'il y a une différence d'approche entre des jeunes ados et des adultes comme nous? Et des boomers comme moi. Ouais. Bon, en l'occurrence, quand on... Qui ont vécu sans, en fait, qui ont vécu sans. Ouais. Alors, les discussions cet après-midi, pour pas vous mentir, ont surtout tourné autour du métier d'écrivain et de combien on gagne. Ouais, voilà. Donc, je sais pas exactement quelle est leur approche de ce genre de technologie. Effectivement, quand on est avec, c'est pas la même chose que quand on les découvre une fois adulte. Moi, j'ai découvert même Internet quasiment adulte, quoi. J'étais au lycée la première fois que je suis allé sur Internet, donc c'est pas du tout naturel pour moi. Bon, je pense malgré tout. Alors, je pense que les jeunes, moi j'en ai quelques-uns autour de moi, je regarde les comportements. Effectivement, le téléphone portable est devenu une sorte d'extension de la main pour ces jeunes-là. Je pense malgré tout qu'il ne faut pas minimiser le regard critique qu'ils peuvent avoir sur ces technologies-là. Je crois qu'il y a quand même, chez beaucoup de jeunes, un recul vis-à-vis de ça, qu'on aurait tendance, nous qui sommes un peu plus âgés et qui sommes très inquiets,
qu'on aurait tendance à ne pas voir. Après, ce qui est certain, c'est qu'il y a un recul qui existe, mais la pratique est devenue tellement naturelle du téléphone et des réseaux sociaux et tout ça, que je pense que la plupart des jeunes ne se rendent pas compte que ces outils sont conçus précisément pour détruire leur cerveau. C'est le but de ces outils-là, et c'est avoué, et c'est pas du complotisme ou quoi que ce soit. Facebook, très clairement, est défini comme ça, pour capter l'attention et pour pouvoir vendre du produit derrière. Et le problème, c'est que c'est devenu tellement habituel que le cerveau humain, à mon avis, n'aura plus la capacité de concentration qu'il pouvait avoir. Mais c'est déjà mon cas. C'est déjà mon cas par rapport aux générations de mes parents ou de mes grands-parents. Moi, j'ai grandi avec la télévision, des trucs comme ça, qui sont des machins devant lesquels on est... dans lesquels par lesquels on est subjugué. Le problème, c'est que bon, la télévision, le but de la télé, c'est ça aussi, on le sait bien, c'est de vendre des espaces publicitaires, etc. Il n'y a pas d'autre. Bon, il se trouve que la télévision a quand même réussi à produire des choses intéressantes, des œuvres d'art qui, à mon avis, sont intéressantes. Moi, je suis très inquiet quand je vois que ces entreprises-là, Google, Facebook, Amazon, Apple, etc., ne perdent pas de terrain et au contraire en gagnent tout le temps, quoi. Parce que ces entreprises-là détruisent et vont finir par détruire l'humanité. Et le but de leurs outils, c'est de détruire le cerveau. Et du coup, quand on est écrivain, y compris de science-fiction, pour pas te cantonner à la science-fiction avec une intelligence artificielle qu'on décrit comme ça, avec cette capacité à finalement à bouffer la vie de ses propriétaires, est-ce que tu fais partie de cette école qui pense qu'une œuvre de science-fiction est aussi un lanceur d'alerte sur le monde de demain? Alors, ça, c'est compliqué parce que moi, je suis super nul. Mais tu l'as fait quand même. Je suis tout le temps sur Google. Je ne peux pas me passer de ces machins-là, même si je sais que c'est très nocif. De fait, dans la vie quotidienne, j'ai vraiment aucune leçon. Alors, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux, mais à part ça, j'ai aucune leçon à donner. Je pense qu'un lanceur d'alerte, pour qu'il soit crédible, il faut qu'il soit cohérent avec ce qu'il dit. Donc, je ne me considère pas du tout comme un lanceur d'alerte parce que ce serait vraiment une arnaque, si je suis tout à fait honnête avec moi et avec vous. Mais c'est vrai que, oui, alors pour revenir, pour moins parler de moi et revenir à ta question, la science-fiction peut avoir ce but-là, ou en tout cas peut être un moyen d'expression assez intéressant. C'est pas un hasard quand même si c'est un livre un petit peu futuriste. Je pense qu'il y a beaucoup de bouquins de science-fiction qui ont préfiguré les époques dans lesquelles on vit. Tu parlais de 1984. Ça a été, il y a eu quand même un télescopage entre 1984 et la réalité il y a quelques années, quand on s'est mis à parler de fake news et de novlangue, etc. C'est devenu une réalité. Cette novlangue, moi je trouve qu'on baigne dedans en permanence. Alors on n'appelle pas ça de la novlangue, mais c'est quand même ça. Quand on voit la communication des hommes politiques, etc. Je ne suis pas politologue et je ne suis pas du tout spécialiste de ces choses-là, donc j'ai peur de dire des âneries, mais je trouve qu'on n'est pas loin. On n'y est pas encore, hein, mais on est quand même pas loin. Quand on voit aujourd'hui, je lisais un truc la dernière fois sur ChatGPT justement. On va abandonner progressivement l'utilisation du papier pour tout ce qui est des besoins d'archives. On va tout numériser, sauf que ça va devenir... Au début de 1984, le métier du personnage principal, c'est justement de réécrire les archives. Là, c'est encore fait par des humains dans 1984, mais dans 10, 20, 30 ans, quand on demandera des documents ou des archives sur les années 2000, qui pourra nous dire que c'est vraiment des archives ou que c'est pas un truc retravaillé idéologiquement ? Quand on voit déjà ce que je disais tout à l'heure, l'utilisation, l'idéologie de Google à travers son moteur de recherche, moi je pense que d'ici quelques décennies, on ne pourra plus être sûr de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. Et ça, on est dans 1984. Et effectivement, la science-fiction, plus qu'une autre littérature sans doute, mais d'autres littératures aussi peuvent avoir ce rôle. La science-fiction peut avoir cette fonction-là. Et effectivement, il y a quand même une part de... Il y a beaucoup de parts d'angoisse de ma part, voilà, j'ai très peur de cet avenir-là. Et puis il y a aussi une part de attention, on va vers ça. Mais je peux pas, ce serait vraiment une grosse arnaque de dire je suis un lanceur d'alerte, parce que là... Et alors, pour rejoindre ce que tu dis, j'ai utilisé Bard pour demander qui j'étais. Oui, ça peut arriver, on est très joueur avec l'intelligence artificielle. Je vous annonce que j'ai écrit un bouquin avec Jean-Pierre Drevon. Voilà, c'est le résultat, donc c'est classe. Mais effectivement, la difficulté derrière, c'est quelle véracité dans les informations qui remontent. Ah ouais. Moi, j'ai fait un truc marrant avec ChatGPT, c'est que je lui posais des questions sur l'actualité de ça. Puis à un moment donné, il me dit, mais je peux pas vous répondre parce que je suis programmé que pour répondre de ce qui est avant 2018.
ou avant 2020, je ne sais plus quelle date il m'a dit. Et donc je lui ai dit, mais donc tu n'es pas au courant de la terrible vague qui a décimé les 3/4 de l'humanité, et maintenant on vit tous dans des taudis, tout ça. Et puis il me répond, il n'a pas de voix, mais j'avais vraiment l'impression qu'il avait une voix, il fait, je ne suis pas sûr que ce soit vrai ce que vous me dites. Et puis je dis, mais comment tu peux savoir, puisque tu n'es pas programmé pour répondre sur... Non, on peut beaucoup s'amuser avec ChatGPT. Voilà. Et la difficulté, qu'en s'amusant, on lui donne des informations. Ah ben ça, oui. Voilà, parce que les nouveaux usages de la générative AI, puisqu'on est rentré dans la nouvelle génération des AI, c'est de détecter le sentiment de la personne qui est en face pour apporter la meilleure réponse. Voilà, les outils Voilà, on aujourd'hui est font vraiment ça. dans Alfie, là, pour le coup. Voilà. Est-ce que vous avez des questions de... Est-ce que vous avez été influencé par, enfin, je sais pas, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais il y avait une série sur Arte. Voilà, c'est ça. Human. J'ai pas vu moi, cette j'ai pas série. lu votre livre encore, mais Ouais, il y a un peu ça, moi j'ai pensé. ouais, c'est ça, ça m'y fait penser un peu. Puis Alors, après, les j'ai- robots sont complètement détraqués. Voilà, alors, j'ai pas vu du tout la série, mais je vois très bien de quoi vous parlez. La différence, c'est que c'est des robots humanoïdes, quoi, Oui, en fait, c'est hein, ça, c'est ça. Voilà, Ouais. voilà. La grosse différence, je pense, par rapport à Alfie, c'est qu'Alfie, à aucun moment, ne cherche à être vivant. À aucun moment ne cherche à copier l'humanité. Il cherche à comprendre l'humanité, mais pas à la copier. Là où Real Humans, les robots essaient de devenir humains. Et ce qui n'est pas le cas dans Alfie, c'est pas son objectif. Son objectif, c'est de comprendre. En tout cas, je l'ai pas ressenti, cette Non, non, volonté absolument, de absolument. transposer. Real Humans, pour moi, la question est vraiment à quel niveau on situe l'humanité, à quel moment on devient humain. Et c'est la question qui pose beaucoup. Alors, s'il y a une série à pas qui date un peu déjà, elle a 4-5 ans cette série, je crois. Cette série-là, elle est incroyable. Ah, ok. Franchement, Elle est plus que flippante. oui, elle est super flippante. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qui est Mais- derrière Alfie? Pardon. Google? Qui est derrière Alfie? Que veut Alfie? Alors, derrière Alfie, c'est une entreprise qui s'appelle Alpha Corp, qui est effectivement une sorte d'avatar de Google. Parce que le nom de futuriste. Google, c'est quand même Alphabet maintenant. C'est vrai? Ben voilà. Oui, c'est une grosse entreprise qui veut tout simplement collecter des données pour vendre des produits ou pour permettre à divers systèmes d'économiser. Moi, je suis assez content de plein de trucs parce que le livre a été écrit, disons, j'ai commencé tout début 2020. Et il a été publié un peu plus tardivement, déjà parce que ça m'a pris du temps pour l'écrire, le réécrire, d'autre part parce que ça a été un petit travail pour trouver le bon éditeur, vraiment l'éditeur. Je voulais pas, je voulais que ce soit bien fait, quoi. Mais donc ça a été écrit avant ChatGPT, mais ça a été publié juste avant, donc j'étais là, ouais. Et puis il y a dans Alfie aussi, à un moment donné, la question des données de santé. Oui. Et à un moment donné, Alfie dit au père de famille Robin, il dit, mais à un moment donné, on va considérer que vous êtes responsable de votre état, parce que si vous ne faites pas de sport, si vous continuez de picoler comme ça, machin, faut pas être surpris si vous chopez un cancer ou un truc comme ça. Donc la sécurité sociale va plus vous soigner. Et ça, c'est des débats, bon, on n'y est pas encore, Dieu merci, mais c'est des débats qui sont apparus pendant toute cette période Covid, où on s'est dit, bon, bah, à un moment donné, peut-être que les gens vont être responsables de l'état sanitaire, et puis le trou de la sécu, c'est sympa, mais soigner des gens irresponsables, ça, c'est très flippant. Moi, ça me fait très peur. Et la question de la collecte des données individuelles de santé, voire médicale, on est en plein dedans. C'est une question éminemment politique, mais surtout là économique. Et on ne le mesure pas. Enfin, nous, on ne mesure pas à sa juste valeur aujourd'hui. Ah oui, oui, sans doute. Oui. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là, mais c'est un point d'inquiétude parmi beaucoup. Vous avez Doctolib. Doctolib, qui est une entreprise privée nantaise, Ah ouais. qui s'est fait siphonner les données il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été victime d'un sacré hack. Et en fait, les gens le donnent sans aucun problème. On peut parler de la Sécu aussi, qui est un service public sur lequel maintenant on a un dossier médical digitalisé. Tout est dématérialisé. Alors, mais aujourd'hui, on a le choix. C'est la grosse différence avec Alfie, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a le choix de dire on y va ou on n'y va pas. Moi, je ne l'ai pas activé, Oui, mais le choix ou peut-être le non-choix, parce que justement, enfin, c'est super intéressant ce que vous disiez sur la technologie qui simplifie la vie. Et évidemment qu'on a envie d'avoir une vie la plus simple possible, qui plus est sur des éléments un peu administratifs,
oui, si je peux tout faire de ma maison, mes rendez-vous médicaux, boum, 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 et on s'en rend pas compte. Ah oui, On y va largement et avec le grand sourire, quoi. oui, on cherche naturellement ce qui est confortable, quoi. C'est normal. Euh, Après, c'est pas nouveau, quoi. Je veux dire, toute forme de technologie, de tout temps, de toute l'histoire de l'humanité, apporte du confort et fait perdre soit du savoir-faire, soit de la liberté. Hein. Je veux dire, même le livre, en fait. Avant les livres, les hommes étaient obligés de mémoriser des épopées, et puis ils avaient une capacité de mémoire qui était exceptionnelle, qui permettait de développer les zones du cerveau. Une fois que le livre a été inventé, enfin le codex ou le volumen, et ben on a perdu cette capacité-là, tout simplement. Je veux dire, le rapport à la technologie, de toute façon, c'est un rapport de perte de quelque chose, quoi qu'il arrive. Là, ce que je trouve inquiétant de nos jours, c'est qu'il me semble qu'on vit une époque assez cruciale dans l'histoire de l'humanité, où on a mis au point une technologie qui est peut-être capable de renverser, ou en tout cas de mener l'humanité à sa perte. Ça, c'est un poncif de la SF, évidemment, les robots qui renversent les hommes, tout ça, c'est un gros cliché. Et pourtant, je crois pas que ce soit improbable. Alors, si, c'est improbable. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on invente une technologie qui est capable de nous dépasser. D'ailleurs, c'est le fait que les intelligences artificielles, les machines telles qu'on les crée aujourd'hui, sont plus compétentes que les hommes sur plein d'aspects, quoi. Et ça, c'est un truc assez nouveau. On devient des esclaves de l'intelligence artificielle. Peut-être. En tout cas, c'est une piste qui est possible, en effet. Ouais. Et du coup, maintenant, Alfie, donc, qui a quand même des bons échos, au-delà du magnifique prix que tu as eu. Oui. Là, tu as quand même eu des bons échos. Il marche bien. Ouais, Alfie a été très bien reçu et ça a été un vrai plaisir de recevoir tous ces commentaires. Alors, je suis pas très réseaux sociaux, je suis quand même sur Instagram. Non, mais essentiellement parce que les gens peuvent m'y écrire et ça, c'est vrai que c'est chouette de recevoir des commentaires de lecteurs sur Instagram. C'est toujours plaisant. Ça a été bien reçu en librairie. Ouais, je suis vraiment ravi de l'accueil qui a été fait au livre. Alors, les gens sont assez sensibles à l'aspect comique du livre. Toute la première partie, j'ai vraiment essayé de faire un truc assez drôle pour que ce soit plaisant à lire, tout ça. Et puis, en plus, l'avantage du comic, c'est que, en fait, il y a deux formes, il y en a sans doute d'autres, mais il y a deux formes d'écriture qui emportent tout de suite l'adhésion du lecteur et qui donnent envie d'aller plus loin. C'est quand on se marre ou quand on a peur, quoi. Et donc, l'intérêt de ce livre, le principe, le but pour moi, c'était d'abord on se marre et ensuite on a peur. Mais j'espère qu'on ne peut pas trop le lâcher. Alors, j'ai trouvé qu'on passe un vrai rire, fun, le chat, la gamine qu'on n'arrive pas à reconnaître, etc., à un rire jaune, et puis un rire super grinçant. Ah oui. À la fin, oui, je voulais une fin très ironique et très grinçante, ouais. Et donc, la suite D'Alfie ? Non, peut-être pas Alfie. Il n'y aura pas Alfie 2. Il n'y aura pas Alfie 2. Non. Le comeback. D'ailleurs, Alfie et le chat, c'était quand même très, très bien trouvé, quand même, par rapport à Alf. Ah oui. Il y a plein de références dans le bouquin et de clins d'œil. Vous parliez de Real Humans tout à l'heure que j'ai pas vu, mais effectivement, c'est une série qui prolonge, disons, le thème classique de la science-fiction du robot. Et moi, j'aime bien les bouquins de science-fiction qui parlent de ça. Donc, pour les amateurs, sachez qu'il y a plein de petits clins d'œil à Asimov, à Arthur C. Clarke, à la science-fiction de l'âge d'or que j'aime beaucoup. Et beaucoup à Agatha Christie. Et Agatha Christie aussi. Oui. Voilà. Parce qu'on sort du livre. Moi, c'est un des rares que j'ai pas lu d'Agatha Christie, Le meurtre de Roger Ackroyd. Je pense qu'il va falloir que je l'emprunte dans une médiathèque, tant qu'à faire. Voilà. Et en termes d'écriture, tu es déjà plongé dans la suite, pas dans la suite d'Alfie, mais dans la suite. Alors, j'ai terminé au début de l'été un nouveau roman, donc qui devrait, si tout va bien, être publié au printemps prochain. Au diable toujours ? Toujours au diable, et qui pousse le curseur encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire là on est fin 21e siècle. Moi, alors comme je disais, j'aime beaucoup la science-fiction classique de l'âge d'or, tout ça,
Et j'ai ce petit fantasme de l'histoire du futur, à la Heinlein un petit peu, ou à la Cordwainer Smith, écrire une histoire du futur. Alors moi, ce sera moins ambitieux, je pense, que ces grands auteurs, mais je m'étais dit 3 livres, Alfie qui se passe dans un futur proche, un deuxième donc qui va parler un petit peu des réseaux sociaux et de l'injonction au bonheur. Ça aussi, alors moi j'aime bien broder sur des thèmes assez classiques de la SF, hein, je prétends pas à l'originalité, mais je me dis c'est sympa d'apporter sa petite goutte d'eau à ces trucs-là, très modestement aussi. Et puis un troisième, alors qui n'est pas écrit du tout, je suis en train d'y réfléchir, qui se passerait au 22e siècle et qui peut-être évoquerait la fin de l'humanité. Oh, c'est triste ça. Donc, C'était juste par rapport à votre sous-titre, là, vous ne serez plus jamais seul. Comment il faut le prendre? Je n'ai pas lu le livre, mais c'est plutôt sympa quand on a un exactement, quand ouais. Vu qu'on est dans une société de solitude, et de plus en plus de gens qui vivent seuls ou qui souffrent de ça, etc. Donc là, je ne sais pas comment il faut le prendre. Mais alors, c'est justement toute l'ambiguïté de la phrase, ouais. Que je trouvais que c'était assez représentatif de l'ambiguïté de ces grandes entreprises. Et au début, c'est vrai, au début du livre, c'est très sympa. Vous ne serez plus jamais seul. Ça veut dire, il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner au quotidien, pour vous aider. C'est quand même génial. Et puis, à la fin, on est quand même dans un thriller un peu paranoïaque. Il y a pas mal de clins d'œil aussi à Hitchcock et à Fenêtre sur cour. Hein. C'est vraiment un observateur, le narrateur qui n'a pas de corps, qui est un voyeur. Et à la fin, du coup, cette phrase devient assez glaçante. Vous ne serez plus jamais seul. Vous serez toujours observé. Et le graphiste, très intelligemment du Diable Vauvert, a mis les couleurs de Google pour souligner cette ambiguïté-là de ces entreprises qui... oui, une couverture très, très réussie. Merci. Enfin, c'est pas moi l'auteur de la couverture, mais merci. Oui, mais et qui devrait plaire aux amateurs de blanche. Oui. Merci aux médiathèques pour l'accueil, pour le travail fait, pour les 100 œuvres. Voilà. En tout cas, Christopher, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour la lecture aussi, parce qu'on a beaucoup apprécié au niveau de la commission imaginaire. Tu étais en concurrence avec David, quand même, avec David Brick. Voilà. On a encore un prix, on est encore en finale du PLIB tous les deux, donc j'espère qu'il va l'avoir. Donc, voilà. Merci de votre présence. Merci beaucoup.